Coucou, j'espère que ça va. Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de Cryptid Mania. C'est donc la petite série de podcasts de décembre 2025 dans lesquels je vous partage le design du calendrier de l'Avent de cette année, donc qui s'appelle Cryptid Mania. Et je vous parle un petit peu donc des couleurs, je vous parle de l'inspiration pour le design. Et puis je vous parle aussi du cryptide en question. Donc, si vous me suivez sur Instagram, je viens juste à l'instant de faire un petit direct, tellement j'ai été juste... j'en revenais pas. En fait, je cherche le mot, je voulais dire choquée, mais c'est pas choquée parce qu'il n'y a pas de choc, mais j'ai été très surprise parce que vous avez trouvé le monstre du Loch Ness, Nessie, pour le premier indice très facilement. Voilà. Après, je m'étais dit, bon, c'est vrai que j'ai pas spécialement cherché à faire quelque chose de très compliqué pour le premier. Pour le deuxième, c'était un peu plus... voilà, donc... et pour autant, vous avez trouvé quasiment tout de suite. Alors que je m'attendais sincèrement à ce que vous ne trouviez pas. Je vous ai largement sous-estimé. J'avais mis en plus, oui, c'est moins facile, c'est par association d'idées, Bah ouais, au bout de... C'est bon, tout de suite vous avez trouvé. Je vous montre les 4 couleurs de ce deuxième indice du calme mystère. Alors, vous voyez, ça fait un deuxième tableau. Et en fait, j'avais envie de fonctionner par tableau. Comme je vous le dis dans le premier épisode, les couleurs se sont très, très naturellement organisées d'elles-mêmes. Non, pas d'elles-mêmes. En tableau, en fait. J'ai vraiment eu l'impression, quand j'ai mis les 24 couleurs devant moi, qu'il y avait une espèce d'organisation par 4 qui semblait avoir du sens. Et il y avait une espèce d'harmonie qui se dégageait. Donc voilà la deuxième palette, avec donc le premier qui s'appelle Kelpie. D'accord, donc je vais vous dire au fur et à mesure ce que c'est. Et comme ça, je vous expliquerai aussi mon raisonnement par rapport voilà, vous faire deviner de quel cryptide il s'agit. Donc, Kelpie, j'ai des notes. C'est une créature métamorphe écossaise qui vit près de l'eau, plutôt les rivières et les lochs, qui a souvent la forme d'un cheval, mais qui peut aussi prendre d'autres formes, notamment celle d'un humain ou d'une femme. Peut aussi prendre forme humaine. Voilà, donc ça c'est les kelpies. Il y a notamment les kelpies, c'est aussi ces immenses sculptures en métal. Je ne sais pas si vous voyez les kelpies. Je vous mets une photo ici des kelpies, c'est en Écosse. C'est d'immenses têtes de cheval métalliques magnifiques. Donc voilà pour les kelpies. Ensuite, on avait Pegasus, ou Pégase. D'accord, c'était ce deuxième coloris. Là, on commence à ressentir peut-être un petit peu l'influence des petits poneys, d'accord, parce que les Pégases, avant... Bon, moi j'ai connu les Pégases par le choc des titans, personnellement. Voilà. D'ailleurs, j'ai 2 copines avec lesquelles on partage les mêmes références, a priori, qui m'ont dit que j'avais loupé quelque chose en n'appelant pas Bracken, Kraken. D'ailleurs, je vous embrasse. Toutes les deux, tous les 3. Clairement, Bracken aurait pu s'appeler Kraken, pour ceux qui ont la rêve dans le choc des titans. Ça aurait été juste parfait, j'y ai pas pensé. Mais voilà, Pégase, moi, c'est d'abord dans le choc des titans, ensuite les petits poneys, ça devait être à peu près à la même époque. Et voilà, et bien sûr, après, j'ai su que c'était avant tout une créature de la mythologie grecque, fils de Poséidon, puisqu'il avait... c'est un peu comme les dieux nordiques, ils ont des enfants, avec à peu près tout ce qui bouge, pas forcément humain, d'accord, c'est un cheval ailé. Et le jour 7, c'est celui dont je vous ai déjà parlé un petit peu sur le live que j'ai fait sur Instagram, c'est, alors attendez que je le dise bien, Nuculavé. Nuclavé. Voilà, ou Nuculavi, je sais pas. Bref, il est moche. Il est moche. Il est très 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 moche. Contrairement au mini qui lui est très mignon. D'accord ?
qui m'échappe, mais voilà. Donc, un peu rose avec des touches fluo. Et alors ça, c'est dans la mythologie celtique. C'est le plus horrible des elfes écossais. Il vit principalement dans la mer et il ressemble à un cheval sur le dos duquel est rattaché le torse d'un homme. Donc, un peu comme un centaure, sauf qu'il y a quand même une tête de cheval. C'est comme si quelqu'un était sur un cheval mais qu'il n'avait pas de jambes et que son dos était directement sur le corps. C'est dégueu. C'est pour regarder des photos, je ne voudrais pas de photos. C'est moche, c'est moche. Voilà. Et donc tout ça, c'était censé vous faire deviner licorne. Unicorn, c'est le dernier coloris de ce cycle cryptidien. J'ai décidé d'appeler ça des cycles cryptidiens. Je trouve que c'est parfait. Donc voilà Unicorn. Et c'était ça le cryptide. Et du coup, ça me permet de vous parler déjà des petits poneys, d'accord ? Puisqu'il semblerait qu'il y ait une influence assez girouette. Voilà. Et ça me permet de vous parler aussi des licornes et de la différence. Alors, est-ce qu'un cryptide et une créature mythologique ou légendaire, c'est la même chose ? Eh ben, je pense que non. Même si j'ai allègrement mélangé tout ça, d'accord ? Si on est vraiment précis, ce n'est pas la même chose, mais ça peut l'être quand même. Je m'explique. Normalement, les cryptides, ce sont des créatures dont l'existence est supposée à travers des témoignages de personnes qui auraient vu et qui ont rapporté le fait d'avoir vu ces créatures, mais on les a jamais démontrées scientifiquement. On n'a jamais capturé un, on l'a jamais... Bref, ça n'a pas été démontré scientifiquement. Donc, c'est quand même ancré dans le monde réel, quoi. C'est ça. Et alors après, les créatures mythologiques ou légendaires, c'est celles qui existent que dans les contes, dans les histoires, pas nécessairement dans le monde réel. On sait dès le départ que ce ne sont pas des vraies créatures, comme Pégase de la mythologie grecque. Je ne crois pas que ce soit tiré d'un vrai cheval ailé. Voilà. C'est ça la différence. Après, je pense que les deux peuvent cohabiter. Il peut y avoir des créatures qui donnent lieu à des... dont l'existence est supposée depuis tellement longtemps que c'est passé par c'est passé à la moulinette des légendes, des mythes, etc. Peut-être il y a certaines créatures qui ont disparu, qui se sont éteintes, voilà, et qui ne subsistent que dans les mythes et les légendes. Il y a plein de situations, mais quand même, le point de départ, c'est que c'est pas la même chose, d'accord ? Après, rien n'empêche de se faire plaisir, ok, et de brouiller un peu les pistes et de mélanger tout ça. Voilà. Donc, du coup, si on est très rigoureux, Kelpie, Pegasus, Muclavée, c'est pas des cryptides, ce sont des créatures légendaires. La licorne, je vous entends me dire, mais du coup la licorne, ce n'est pas un cryptide, Christelle ? Eh bien, on peut en débattre. Parce que quand même, j'ai recherché un peu le sujet, j'ai regardé des trucs. Je vous mettrai les 2 références YouTube que j'ai regardées pour l'occasion. Une très courte, très bien faite, où il y a des images des différents animaux qui sont évoqués. D'ailleurs, je vous inviterai à regarder celui-là en premier. Je ne vais pas incruster toutes les images parce que je ne veux pas voler le contenu de la personne. Donc je vous inviterai, ça dure même pas 5 minutes et c'est vraiment bien fait. Et j'en ai regardé un autre beaucoup plus long, beaucoup plus fouillé, beaucoup plus littéraire, beaucoup plus... mais qui peut être intéressant si ça vous intéresse un peu intéressant si ça vous intéresse. On n'hésite pas à faire des répétitions dans ce podcast, d'accord ? Bon, on va pas se faire arrêter par ça. C'est beaucoup plus creusé, ça creuse beaucoup plus l'aspect littéraire avec tous les sens que ça peut avoir, la figure de la licorne, bon, c'est très fouillé, très fouillé. Je vais pas rentrer dans tout ça, moi. Non. Je veux juste vous dire, j'ai pris des notes. J'ai pris pas mal de notes. Voilà. Quand même, il y a plusieurs choses que je veux vous dire là-dessus. Donc, on y va. La licorne.
Origine controversée qui résulte au tout départ. Donc il y a plusieurs influences, mais il y en a notamment une qui est des descriptions d'animaux issus de récits d'explorateurs. Donc c'est pour ça que la licorne, voilà, au départ, je me disais, est-ce que c'est vraiment un cryptide? Oui, c'est un cryptide puisque on part de récits d'explorateurs. Après, ce qu'ils appellent licorne, voilà, je pense qu'ils se sont un peu plantés, mais c'est pas... Bon, on ne sait pas. Quand même, les premières représentations, c'est un truc de fou, ça date de la civilisation de l'Indus. On parle de l'âge de bronze, de 2600 à 1900 avant Jésus-Christ dans la vallée de l'Indus, du fleuve Indus. C'est donc dans l'ouest du sous-continent indien. C'est fou, c'est fou. Et à l'époque, on parlait plutôt de... Enfin, à l'époque, je ne sais pas si à l'époque, mais en tout cas, au départ, on parlait de monocéros. Ça vous donne un indice sur ce à quoi devaient ressembler les premières licornes. Du coup, à cette époque de l'âge de bronze, à l'ouest du sous-continent indien, il y a des bas-reliefs qui ressemblent plutôt à des créatures bovines avec une seule corne. Il y a aussi un espèce de jouet en terracotta qui a une corne, et c'était un cheval. Mais disons que c'est pas forcément, en tout cas au départ, la licorne n'était pas forcément un cheval. C'était peut-être autre chose. Il y a aussi la licorne sibérienne, qui là serait un espèce de rhinocéros, dont la corne était beaucoup plus haut sur le front, et qui aurait vécu, là pour le coup, un vrai animal qui aurait vécu il y a 35 000 ans. Donc, vous voyez, c'est quand même, il y a quand même c'est ancré dans un truc réel, dans des choses qui existent dans, voilà. Et il y a aussi pas mal on a retrouvé pas mal de bas-reliefs aussi, notamment dans les ruines de Persépolis, de combats entre licorne et lion. Il y a cette espèce d'opposition depuis des milliers d'années entre la licorne et le lion. Le lion serait le seul prédateur de la licorne. Je ne le savais pas. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans les récits de Pline l'Ancien, dans la Grèce antique, il parle d'une licorne indienne et il la décrit très précisément. Il ne l'a pas vue lui-même, mais en tout cas, il en fait une description très précise. Elle a le corps d'un cheval, elle a une tête de cerf sans les bois, elle a des pieds d'éléphant, elle a une queue de sanglier et elle a une corne d'1 mètre. C'est waouh! Et c'est intéressant parce que il y a notamment dans une des sources que j'ai regardées, il y a notamment des scientifiques qui ont complètement réduit à néant l'idée d'une licorne cheval, puisqu'en fait ils disent que les animaux qui ont des sabots ne peuvent pas avoir de cornes au milieu de la tête parce que leur crâne est en fait coupé en deux. En fait, il y a une zone de fusion de l'os comme ça au milieu, et donc physiologiquement ils ne peuvent pas avoir une corne au milieu. Voilà, donc ça règle la question. Et vous remarquerez que cette licorne indienne, donc Monocéros indicus, elle a des pieds d'éléphant. Elle n'est pas représentée avec des sabots, donc ça tiendrait la route. Et du coup, ça ressemblerait peut-être plus à un genre de rhinocéros. Voilà. En tout cas, la version européenne de la licorne, elle existe depuis très longtemps. On parle de Moyen-Âge, et c'est très ancré dans l'Occident chrétien. Et je ne savais pas non plus qu'il y a des licornes dans la Bible. Je ne savais pas. Et c'est très ancré c'est mentionné en fait dans certaines traductions de la Bible. Et a priori, peut-être des erreurs de traduction. En tout cas, il y a un lien fort entre licorne et Christ. Voilà. De tout temps, on parle des propriétés curatives et antipoison de la corne, de la licorne, comme d'un remède miracle en fait. Et ça a donné lieu à du commerce. Pas du commerce légendaire, du vrai commerce. Sauf que c'était des dents de narval qui étaient vendues comme étant des cornes de licorne. Donc bien sûr, ça a vraiment décimé la population des narvals.
je suppose. Mais voilà, ce n'était pas des vraies cornes de licorne, bien sûr. Et puis depuis la fin du 19e, c'est devenu une créature typique des récits de fantaisie et de féerie, mais c'est quand même intéressant de savoir que la licorne telle qu'on se la représente, cheval blanc avec une corne, c'est typiquement européen, c'est occidental. Voilà, il y a eu beaucoup d'œuvres littéraires et cinématographiques aussi sur la figure de la licorne. Donc pour en citer quelques-uns, il y a De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, l'auteur de Alice au pays des merveilles, La dernière licorne de Peter S. Beagle, qui est l'objet de la deuxième vidéo que j'ai regardée sur le sujet, où la youtubeuse parle notamment d'Amalthea. Ça m'a pas donné envie de lire le livre, mais on sent quand même que c'est une œuvre littéraire majeure. Il y a le film Légende de Ridley Scott. Il y a aussi Unico d'Osamu Tezuka. Je ne connais pas du tout, je n'ai pas regardé cette référence. Et plus récemment, que j'ai regardé, il y a Death of a Unicorn, Mort d'une licorne, c'est d'Alex Sharfman, c'est un film avec Paul Rudd et Jenna Ortega. C'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. La licorne est présentée un peu comme un prédateur dans ce film. Mais quand on regarde un petit peu toutes les sources sur les licornes, il y a cette notion que la licorne ne peut pas être vaincue, qu'elle est dangereuse. Et il y a même une stratégie pour vaincre une licorne, c'est de se mettre entre elle et un arbre et de se dégager au dernier moment pour qu'elle reste coincée dans le tronc. Et ce serait le seul moyen de tuer une licorne ou de capturer une licorne. Ou il y a aussi le coup de la jeune fille vierge aussi. Alors ça, voilà. Une licorne, ce serait son talon d'Achille, entre guillemets, une jeune fille vierge, elle se couche à ses pieds, elle met sa tête sur ses jambes, et on peut faire ce qu'on veut à la licorne. Voilà. Il y a également les tapisseries La chasse à la licorne, qui sont françaises, et qui, au gré des péripéties de la Révolution française, etc., qui appartenaient, je crois, à La Rochefoucauld, et qui ont disparu pendant un moment et qui ont réapparu, ont été rachetés et se sont retrouvés finalement par Rockefeller qui les a cédés au musée Cloisters à New York, et on peut les voir là-bas. D'ailleurs, ça a une part importante dans le film Death of a Unicorn, on les voit. La tapisserie de Chasse à la licorne, ça date de fin du XVe siècle. Voilà, aujourd'hui, bien sûr, c'est ancré dans la culture populaire. Il y a des licornes partout. Les licornes font vendre. Les licornes sont sous toutes les formes. Les licornes, voilà. Dans l'article Wikipédia sur les licornes, il est question de mon petit poney qui ajoute une certaine dose de mièvrerie. La licorne, je trouve ça très méchant. C'est pas mièvre. Bon, d'un certain point de vue, je suppose que oui. Mais enfin, c'est surtout super mignon. Enfin, pourquoi tout de suite les mots désobligeants ? Montre qui a écrit ça. Bref, voilà pour les licornes. J'ai trouvé ça très intéressant de creuser ce sujet et justement de voir un peu que je m'étais dit c'est plus une créature légendaire. Non, pas tant. Oui, la créature légendaire telle qu'on se l'imagine à l'européenne, cheval blanc avec une corne, physiologiquement possible. Oui, ça c'est légendaire. La licorne préhistorique, et potentiellement, pas seulement la licorne sibérienne, mais la licorne indienne, qui serait du coup plus proche des rhinocéros. Ça, c'est intéressant. Je me demande si j'ai pas creusé, mais je me demande, on a peut-être retrouvé des fossiles, des trucs comme ça, et quand même décrits dans la Grèce antique. Donc je trouve ça très très intéressant. Et du coup, oui, la licorne est un cryptide. C'est validé. Voilà, ça clôt ce débat. Bon. Et avec tout ça, je vous ai même pas montré le châle. Non mais... Ok, alors je vais m'incruster moi-même avant de vous parler de la licorne pour vous montrer le châle, parce que c'était comme ça pour que vous étiez quand même là pour ça au départ. Je me suis laissée un peu emportée par mon enthousiasme pour les licornes. J'adore les licornes depuis que je suis petite. J'ai un truc avec les licornes. Voilà le deuxième indice. Donc on tricote un panneau avec, comme pour le premier indice, des zones de point mousse et de brioche. Donc en fait on relève les mailles sur un des longs côtés du premier indice
Et on tricote un grand panneau qui part légèrement en biais puisque je voulais donner une certaine forme à ce projet. Et j'ai adoré tricoter cet indice parce que on reprend l'association point mousse, jeté, point vague et brioche vague. J'adore que la brioche et les rangs de jeté forment les mêmes mouvements de vague. Et j'ai adoré aussi à nouveau travailler comme si on mélangeait des couleurs sur une palette. Et j'ai vraiment adoré le résultat. Donc voilà le deuxième indice. C'est à nouveau un tableau. Cette fois-ci qui est inspiré par la figure de la licorne. Je pense qu'on est bien dans la licorne avec ce petit dernier-là. Hein. On est pile dedans, hein, tel qu'on se l'imagine à notre époque. C'est ça en fait une licorne aujourd'hui. C'était pas ça avant, mais aujourd'hui c'est ça une licorne. Donc voilà, j'espère que ce deuxième indice vous plaît. J'ai pas refait de tuto pour cet indice parce que vous avez toutes les techniques dont vous avez besoin pour réaliser cet indice dans le premier tuto. Il n'y a pas de nouvelles techniques à vous démontrer là dans cet indice-là. J'espère que vous aimerez le tricoter. Moi, je sais que j'ai adoré cette association de points simples et de brioche, mais de brioche qui commence à être familière. Finalement, c'est le même point que pour l'indice numéro 1. Donc oui, c'est de la brioche, mais c'est sur des sections assez courtes. Et c'est un point que vous connaissez maintenant, que vous maîtrisez. Donc c'est que du plaisir. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'hésitation. C'est que des choses familières. Et donc, c'est, je trouve, un tricot très réconfortant et agréable à faire. Donc, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce second épisode. On se donne rendez-vous le 12 décembre pour découvrir le troisième indice de ce calmystère et découvrir le troisième cryptide que je suis sûre vous allez deviner à peu près en 10 secondes quand je posterai le premier indice. On verra. Merci en tout cas de jouer, merci de participer. Si vous tricotez avec des écheveaux pleins, dites-moi si vous appréciez aussi tricoter le calmystère, puisqu'il est fait pour les minis du calendrier de l'Avent, mais aussi pour des écheveaux pleins. En tout cas, merci beaucoup, prenez soin de vous et à dans 4 jours.